Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurence Darcy. Je travaille à l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, initialement, je suis docteur en psychologie et j'ai été intervenante dans le communautaire, puis j'ai travaillé aussi au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec cette présentation, quoique je suis très convaincue que la réduction des méfaits est une approche géniale. Les objectifs de la capsule de la formation d'aujourd'hui, dans un premier temps, c'est bien comprendre qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits, c'est quoi les fondements de cette approche-là, la philosophie derrière l'approche, puis de la distinguer de la réduction de l'usage. Parce qu'une chose que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent confondre ces deux choses-là, qui peuvent être complémentaires, mais qui sont quand même différentes. Ensuite de ça, ce que j'ai réfléchi, c'est qu'au lieu de vous parler de plein de stratégies de réduction des méfaits, puis vous faire une espèce de liste d'épicerie, j'ai voulu plus au lieu de vous donner le poisson, de vous apprendre à pêcher, puis de regarder un peu comment on peut élaborer des objectifs de réduction des méfaits, à quoi je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois connaître sur la personne avec qui je travaille, quelles questions je peux lui poser pour vraiment adapter une réduction des méfaits à l'individu là, qui est devant moi. Donc, qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits? À la base, il faut dire que réduction des méfaits et réduction des risques, c'est des synonymes. C'est deux traductions qui ont été faites de harm reduction, qui est le terme initial en anglais. Puis, dans les deux cas, ça veut dire la même chose. Donc, l'idée ici, dans le cadre de l'intervention psychosociale, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques et les conséquences négatives liées à l'usage de substances psychoactives, que ce soit l'alcool, cannabis, les autres drogues. Euh, Puis, on n'est pas tant préoccupé par les quantités que la personne va consommer. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment ce que la consommation amène. Donc, on veut que la consommation amène le moins de dégâts possible dans la vie de la personne. Tout ça dans l'optique d'améliorer sa qualité de vie. Fait que l'image que je vous ai mis un peu, c'est l'idée du parachute. Donc, on ne va pas empêcher la personne de sauter, mais on va s'assurer que quand elle saute, au moins, elle a un parachute, ce qui va faire que la chute va va faire un peu moins mal. Donc, autrement dit, c'est une consommation qui va être plus sécuritaire et moins dommageable, à la fois sur le plan physique, physiologique, mais aussi sur les plans psychologiques, spirituels et social. Puis quand on travaille en santé, des fois, on a tendance à surévaluer la sphère physique par rapport à d'autres sphères de vie. Donc là, c'est une petite parenthèse là-dessus. La réduction des méfaits aussi, c'est beaucoup plus large que ça. Ça va toucher à des politiques publiques, à des programmes, à des pratiques, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer plus sur l'intervention psychosociale. Donc, améliorer la qualité de vie, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Donc, une bonne qualité de vie pour moi n'est pas la même chose qu'une bonne qualité de vie pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel puis unique à chaque individu. Et c'est important de connaître c'est quoi une bonne qualité de vie chez la personne avec qui on travaille, parce que des fois, on peut être extrêmement surpris. Donc, on peut lui poser la question. Donc, pour vous ou pour toi, à quoi ça ressemble une vie qui vaut la peine d'être vécue? C'est quoi qui est important pour toi d'avoir dans ta vie pour être bien ou pour être satisfait? C'est quoi les besoins que tu as, à la fois physiques, psychologiques, spirituels ou social? Puis, comment tu peux, est-ce que ta vie te permet de répondre à ces besoins-là? Est-ce qu'il y a certains de tes besoins qui sont en carence actuellement? C'est quoi les conditions dans lesquelles tu veux vivre? C'est quoi tes attentes, tes objectifs, tes projets de vie? On peut aussi lui demander, y a-t-il des choses que tu ne voudrais pas vivre? Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on peut explorer ça de cette façon-là. Donc, comme je l'ai dit, la réduction des méfaits, c'est de réduire les risques et les conséquences négatives, d'avoir un usage qui est moins dommageable. Donc, ici, on n'est pas très préoccupé des quantités. Un bon exemple de ça, c'est Nez Rouge. Donc, Nez Rouge, c'est vraiment un service de réduction des méfaits parce que peu importe combien les gens consomment, c'est pas ça qui est important, c'est qu'ils ne prennent pas leur voiture quand ils sont intoxiqués. Donc ça, c'est si vous voyez là ici, c'est vraiment de la réduction des méfaits purs, ou est-ce que même des fois les gens vont consommer plus parce qu'ils savent que Nez Rouge va être là pour pouvoir euh, les raccompagner chez eux. La réduction de l'usage pur, c'est vraiment ce qu'on vise, c'est une réduction de la consommation. Donc, on veut à la fois réduire, ça peut être les quantités de substances,
Donc, par exemple, au lieu de fumer 4 joints, je vais en fumer un. La fréquence de consommation, donc au lieu de fumer à tous les jours, je vais fumer une journée sur deux, par exemple. La durée d'un épisode, donc au lieu que mon épisode de consommation dure 5 heures, ben, je veux essayer que ça dure plus 1 heure. Puis le type de consommation de SPA consommé aussi. Donc, je peux, par exemple, vouloir dire que je veux seulement consommer du cannabis dans telle quantité et pas telle autre substance. Et on peut faire aussi une combinaison entre les deux, parce que c'est vrai que des fois, quand on réduit l'usage, ça n'a pas d'impact sur les méfaits et les risques. Je vous donne un exemple. Par exemple, au lieu de prendre 12 bières au party, j'en prends 8, je vais quand même être lendemain de veille le lendemain parce que ma réduction n'est pas assez grande pour que ça l'amène un impact au niveau ben, des risques et des conséquences de la consommation d'alcool. Il y a des fois des jeunes qui vont réduire leur consommation de cannabis sans nécessairement que ça ait un impact, par exemple, sur leurs résultats scolaires ou sur les conflits qu'ils peuvent avoir avec d'autres. Fait que la réduction de l'usage, mais quand on travaille en combinaison, ben, on veut à la fois réduire l'usage, mais toujours dans une optique de réduire les méfaits. Si je réduis l'usage pour l'usage, c'est pas ça qui va être une bonne combinaison. Donc, je vous l'illustre avec un exemple. Donc, Cédric, 16 ans, il consomme de l'alcool lors des parties de sous-sol avec ses amis. La dernière fois, il a joué au beer pong, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un jeu de consommation où est-ce que l'objectif est de lancer une petite balle de ping-pong dans des verres de bière, puis de boire là, si jamais on réussit ou on ne réussit pas. Là. Les règles peuvent varier d'un groupe à l'autre. Puis il a pris plusieurs shooters. À un moment donné, dans la soirée, il s'est isolé dans les toilettes, il a barré la porte, il a vomi partout, puis il s'est endormi sur le plancher froid. Donc, peut-être qu'il y en a qui revoient certains épisodes de leur vie. Donc, si on voudrait travailler en réduction de l'usage, bien, ça serait de regarder avec Cédric, par exemple, de boire un maximum de 4 consommations standards par soirée. Donc, ça pourrait être 4 shooters ou ça pourrait être 4 bières à 5. Donc, pour éviter la surconsommation qui va l'amener à vomir et tout ça. Si on travaille en réduction des méfaits, c'est pas tant la quantité qui nous préoccupe, c'est le comportement qu'il a, qui est de s'embarrer dans les toilettes. Parce que s'il fait un coma éthylique dans les toilettes, s'il s'étouffe dans son vomi, c'est très problématique. Donc, quand il surconsomme de l'alcool, ça pourrait être de demander à un ami de l'accompagner aux toilettes, de ne pas y aller seul, puis surtout de ne pas barrer la porte pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir rapidement si jamais, tu sais, il remarque que ça fait longtemps qu'il est parti. Puis, on pourrait avoir aussi un objectif qui est une combinaison entre les deux. Donc, pour éviter d'être malade, bien, ça pourrait être de consommer du fort au lieu en shooter qui soit dilué dans un breuvage, consommer de la bière avec un faible pourcentage d'alcool, consommer aussi sur une plus longue période de temps, puis d'éviter les calages puis les jeux d'alcool. Donc, ça aussi, ça pourrait être une stratégie là, qui combine à la fois la réduction de l'usage et la réduction des méfaits. Donc, qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits? Je vous ai dit la définition, mais cette définition-là ne peut pas être indissociable de deux grands principes directeurs de l'intervention. Le premier principe, c'est l'humanisme. Donc, ici, on est en rupture avec le paternalisme. Donc, quand on travaille dans une optique de réduction des méfaits, l'idée n'est pas de dire aux jeunes qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais qui est vraiment plus de l'amener à être conscient que ses choix viennent avec, oui, des bénéfices, mais viennent aussi avec des risques et des conséquences, puis qu'il soit autonome et libre dans ces choix-là. On a une approche qui est bienveillante, qui amène beaucoup de chaleur humaine, puis de confiance en l'autre. Donc, et ça peut être difficile quand on travaille avec des jeunes ou des populations qui sont vulnérables, d'être dans cette posture-là où est-ce qu'on croit en l'autonomie de la personne puis au libre choix. Puis avec des gens ouais, qui peuvent présenter aussi des problèmes de santé mentale parce que des fois, on peut penser ou ressentir que la personne qui est devant nous n'est pas vraiment apte à faire un libre choix ou n'est pas vraiment apte à être autonome. Donc, des fois, au niveau de notre perception, au niveau de nos valeurs, ça peut venir vraiment en choc avec ce principe-là. L'autre élément aussi qui peut venir en choc avec nos valeurs, c'est le pragmatisme. Donc, l'idée ici, c'est d'être réaliste. On est en rupture avec l'idéalisme. On intervient toujours dans une optique coût-bénéfice. Donc, souvent, on va se dire, ah, ça serait donc intéressant que le jeune, tu sais, par exemple, je reprends l'exemple de Cédric. C'est sûr que moi, comme intervenante, ça se peut que je me dise, le best, ça soit qu'il ne se ramasse pas malade dans les toilettes,
puis qui ne se ramasse pas proche du coma éthylique. Ça serait le best, ça serait l'idéal. Fait que l'idéal, ça serait qu'il ne fasse jamais de jeu de calage, puis de ça, puis de beer pong. Mais ça se peut que Cédric, là, c'est ça qu'il aime. C'est ça qui lui fait, c'est ça qui fait que ça en sorte que sa soirée, il trouve qu'elle vaut la peine, puis qu'il a l'impression qu'il connecte avec les autres. Puis ça se peut que pour plein de bonnes raisons, Cédric ne veulent pas modifier ses habitudes, cette habitude-là de consommation. Alors, quand je suis en réaliste, ben, je me dis, il va le faire de toute façon. Fait que s'il le fait, vaut mieux qu'il le fasse de façon la moins pire possible. Puis, il faut vraiment, des fois, euh, être conscient que l'attachement qu'on a pour la personne peut nous empêcher d'être dans une perspective réaliste, puis nous amener à être dans un idéalisme. Donc, il y a des trucs pour revenir à quelque chose de très réaliste. Souvent, c'est, moi, un de mes trucs, c'était d'y aller à très court terme. Donc, d'ici la prochaine rencontre, comment les choses pourraient être le moins pire possible. S'il continue ce comportement-là, même si moi, je trouve qu'il est en train de s'autodétruire là-dedans, est-ce qu'il y a une façon qu'il pourrait s'autodétruire, mais de façon un peu moins dommageable? Donc, comment on fait de la réduction des méfaits? Quand on veut le faire, j'ai déterminé qu'il y avait, tu sais, comme 3 grandes étapes pour nous aider. La première étape, c'est déterminer avec la personne, c'est quoi les impacts directs sur sa qualité de vie? En quoi sa consommation, ça peut lui nuire? Puis de comprendre aussi qu'est-ce qu'elle va rechercher parce que ça va nous amener à être vraiment dans une posture d'écoute où est-ce qu'on est très sensible à la réalité de l'autre. Puis on comprend dans quoi ça s'inscrit la consommation, c'est quoi la fonction, puis c'est quoi les situations dans lesquelles elle se place. La deuxième étape, c'est après ça, c'est d'analyser les petits épisodes de consommation avec la personne puis discuter des risques potentiels. Parce que souvent, les gens sont très conscients des conséquences de leur consommation, mais les risques, souvent, c'est ça qu'ils ne pensent pas ou des fois, ils n'en sont pas nécessairement conscients. Et finalement, la dernière étape, ben là, c'est d'élaborer des stratégies très, très concrètes de réduction des risques et des méfaits. Puis je vais vous montrer un peu c'est quoi les indicateurs qui nous amènent à élaborer une stratégie de réduction des méfaits qui est adéquate, puis qui risque plus d'être utilisée par la personne. Donc, première étape, comme je l'ai dit, c'est vraiment de partir de la perspective de la personne. On va être dans une posture d'écoute. On va chercher à savoir qu'est-ce que la personne, elle n'apprécie pas de sa consommation ou qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas qu'il se produise. Puis ça, on peut utiliser les amis. Par exemple, avec le cas de Cédric qui consomme de l'alcool, qu'est-ce qu'il ne voudrait pas qu'il se reproduise avec sa consommation d'alcool? Est-ce qu'il a déjà vu certains de ses amis vivre des conséquences de la consommation d'alcool qu'il n'a pas aimé puis qu'il ne voudrait pas se rendre là? Qu'est-ce que la personne, elle aime ou elle recherche de sa consommation? Donc, c'est quoi les bénéfices qu'elle perçoit? Puis en quoi sa consommation va aider ou va nuire à sa qualité de vie à court terme puis à plus long terme. Donc, on est vraiment dans cette posture-là d'écoute. Puis si je vous regardez la petite image à côté, là, ici, ben, on essaie vraiment, c'est ça, de comprendre c'est quoi les bénéfices, puis c'est quoi les aspects que la personne aime moins. Parce que c'est sûr que une stratégie qui risque d'être utilisée par la personne, c'est une stratégie qui préserve les bénéfices en diminuant le coût, les conséquences négatives puis les risques. Donc, on prend vraiment la personne, c'est là où est-ce qu'elle se trouve, puis on l'accompagne vers où elle veut aller. C'est important de bien connaître où elle se trouve, puis bien connaître où est-ce qu'elle veut aller. Ensuite de ça, pour être capable de déterminer puis d'analyser les épisodes de consommation, je vous rappelle une théorie que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, mais c'est la loi de l'effet. Donc, la loi de l'effet dit l'effet d'une substance. Donc, mon expérience subjective va dépendre de 3 grandes catégories de facteurs. Qu'est-ce que je consomme puis comment je le consomme? Qui, moi, je suis comme personne puis dans quel état psychologique je me trouve? Puis dans quel contexte je vais consommer? Puis on peut étendre cette théorie-là pas juste à l'expérience subjective à court terme, mais aussi aux risques et conséquences à court, moyen puis long terme. Donc, au niveau des substances, ben, c'est quel type de substance qui est consommée? Est-ce que c'est un dépresseur? Est-ce que c'est un stimulant qui est consommé? C'est sûr que ça va influencer mon expérience subjective puis ce que ça va amener là, comme effet. La composition du produit, donc, est-ce que c'est un produit avec des contaminants, des produits de coupe? C'est quoi sa concentration, sa qualité? Ça aussi, ça va être déterminant pour la suite. La quantité, la durée d'épisode de consommation, comment j'administre la substance, donc est-ce que je la sniffe, est-ce que je me l'injecte, est-ce que je la fume, est-ce que je la consomme seule ou est-ce que je la consomme mélangée avec autre chose? Est-ce que je prends déjà une médication initiale pour, par exemple, un trouble de santé mentale, puis j'ajoute la consommation à ça? Donc, c'est tous des éléments à connaître.
Ensuite de ça, c'est les caractéristiques de l'individu. Donc, la personne a quel âge, c'est quoi son identité de genre, sa constitution physique, c'est toutes des choses qui sont importantes pour mieux comprendre comment la substance peut avoir un effet. L'état physique et psychologique dans lequel je me trouve juste avant de consommer, puis pendant que je consomme, les expériences antérieures de consommation, puis les attentes, ça va vraiment amener à euh, disons, moduler là, l'effet, mais ça peut vraiment entraîner là, certains effets puis pas d'autres. Tu sais, si par exemple j'ai fait plein de bad trips avant, il y a plus de chances que j'en refasse d'autres. Euh, Puis au contraire, si j'en ai jamais fait puis que je trouve que c'est super, ben, il y a plus de chances que c'est ce qui se produise au niveau de mon effet subjectif. La tolérance innée que j'ai, mais également la tolérance acquise. Puis il y a des caractéristiques qui sont associées au contexte. Donc, c'est quoi le lieu, l'ambiance, le moment de la journée? C'est quoi les relations avec autrui? Est-ce que je me suis chicanée avec quelqu'un? Est-ce que je me sens intimidée par les personnes avec qui je me retrouve? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis en groupe? C'est toutes des choses qui vont avoir un impact. C'est quoi les normes sociales? C'est quoi les politiques publiques? Donc, le contexte immédiat, mais aussi le contexte plus large dans quoi ça s'inscrit. Donc, comment je fais pour analyser puis discuter des risques potentiels? Bien, je questionne la personne. Puis, j'utilise les éléments de la loi de l'effet pour creuser avec la personne pour vraiment bien connaître sa consommation. Donc, qu'est-ce qu'elle consomme puis comment elle le fait? Dans quel état, tu sais, physique et psychologique elle se trouve quand elle consomme, puis où elle consomme. Ça peut décrire un peu le contexte dans lequel elle consomme. Puis qu'est-ce qui se passe avant, pendant, puis après la consommation? Est-ce qu'elle fait des choses pour récupérer justement d'un épisode de consommation? Puis tout ça va amener à faire émerger toutes sortes d'informations. Puis, ça va m'aider après ça à pouvoir partager des informations qui sont spécifiques à la personne. Puis, je partage les informations toujours de manière neutre et objective en disant à la personne, tu sais, voici des informations, voici des connaissances qu'on a sur les substances. Maintenant, c'est à toi à décider qu'est-ce que tu comptes faire avec ces informations-là. Donc, pour élaborer après ça une stratégie de réduction des méfaits avec la personne, ben, la stratégie, elle doit posséder différentes caractéristiques. Dans un premier temps, ça doit être personnalisé aux risques et aux conséquences négatives qui vont être perçues par la personne. Si la personne, pour elle, c'est quelque chose qui passe 10 pieds par-dessus la tête, il y a peu de chances qu'elle adopte la stratégie, même si ça réduit les risques et les méfaits. Ensuite de ça, il faut que ça soit intégré, facile à intégrer. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit compliqué à faire pour la personne. Il faut que ça soit adapté à son contexte de vie. Il faut que ça soit formulé à la positive. Donc, que ça soit être une action concrète à faire et non quelque chose à éviter. Ensuite de ça, ça doit globalement aider la situation sans entraîner des nouveaux risques et conséquences négatives. Et bien sûr, ça doit s'appuyer sur des connaissances valides puis pas des croyances populaires. Donc, je vous donne un exemple avec, par exemple, Mathilde, qui a 16 ans aussi. Ben, elle aurait pu avoir 14, là, peu importe son âge. Elle fume quelques puffs de wax pen. Donc, le wax pen, c'est le vapotage de cannabis durant l'heure du midi avec ses amis dans le parc. Elle a déjà vu un de ses amis faire un bad trip, puis ça, elle ne voudrait pas que ça y arrive. Donc, la première caractéristique qui doit être personnalisée aux risques et aux conséquences perçues par la personne, c'est sûr que acheter son wax pen sur le marché légal pour éviter la présence de contaminants dans le liquide comme des métaux lourds, des résidus de butane, etc., c'est pas quelque chose qui est important pour elle, c'est pas quelque chose qu'elle perçoit comme risque. Fait que puis en plus, il y a l'autre aspect que, comme elle a 16 ans, c'est pas légal pour elle non plus de s'approvisionner sur le marché légal. Puis on ne vend pas non plus de wax pen dans les SQDC. Donc, pour toutes ces raisons, c'est peut-être pas une bonne stratégie de réduction des méfaits pour elle dans son contexte. Ça doit être facile à intégrer pour la personne dans son contexte de vie. Donc, par exemple, des fois, j'ai déjà vu ça dans des plans d'intervention, se faire d'autres amis qui ne consomment pas pour que ça soit plus facile de ne pas consommer la wax pen sur l'heure du midi. Ben, se faire d'autres amis qui ne consomment pas, c'est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose que je peux faire d'ici la prochaine rencontre avec mon intervenant. C'est quelque chose qui est exigeant. C'est quelque chose qui peut brasser toutes sortes de choses pour elle, puis c'est peut-être pas du tout quelque chose qu'elle désire. Donc, éviter de consommer sur l'heure du midi non plus, ça ne serait pas une bonne stratégie parce que là, ici, on est vraiment dans un comportement à ne pas faire et pas un comportement à faire. Faire son propre liquide de vapotage pour diminuer la concentration en THC, bien, premièrement, quand on achète du liquide de vapotage pour faire son propre mélange sur Internet,
on n'est pas certain qu'il y a vraiment du THC dedans. On n'est pas certain de la concentration réelle parce que ça n'a pas été testé. Puis, le fait de faire soi-même ces mélanges, il y a toujours un plus grand risque de problème au niveau de la machine. Donc ça serait comme, en théorie, une bonne idée, mais en pratique, ça amène des nouveaux risques et des nouvelles conséquences négatives. Donc, c'est pas une bonne idée. Ensuite de ça, s'appuyer sur des connaissances valides et pas sur des croyances populaires. Donc, acheter une vapoteuse sur les réseaux sociaux qui indique un pourcentage de THC moins élevé, bien, on ne peut jamais se fier à ce qu'un vendeur va dire sur le marché illégal. On ne peut pas se dire que, ben oui, parce qu'il me vend une wax pen à 15 de THC, bien, c'est vraiment ça qu'elle contient. Puis, donc, on peut pas, c'est une croyance populaire de penser que les vendeurs, de toute façon, ils ne font pas tester leurs produits, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, ils font juste dire: «Ah oui, c'est comme ça», mais il n'y a rien qui me prouve que c'est réellement ça. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être des stratégies de réduction des méfaits dans ce cas-là? Ça pourrait être pour Mathilde qui ne veut pas faire un bad trip, donc qui ne veut pas surconsommer. Ça pourrait être juste de prendre une puff, donc une inhalation, de l'expirer, de ne pas la retenir dans ses poumons, puis d'attendre de ressentir l'effet quelques minutes, puis de se poser la question, j'ai-tu besoin d'en reprendre? Est-ce que j'ai atteint l'état que je recherchais? Donc ça peut être une des stratégies. Au lieu de se mettre à faire, par exemple, des jeux de consommation, puis de se faire des concours aussi de consommation, de c'est qui la personne qui va inhaler le plus là, du dispositif de vapotage. Une autre possibilité, ça pourrait être de remettre à un autre moment son vapotage de cannabis si elle vit des émotions négatives. Donc, on le sait, là, je vous l'avais vu au niveau de la loi de l'effet, quand on est dans un état négatif, donc on est anxieux, qu'on est triste, qu'on ne se sent pas bien, on est plus à risque que notre expérience de consommation soit pas finalement celle qu'on désire. Donc, ça pourrait être de consommer seulement lorsqu'elle se sent dans un bon état d'esprit, puis que ça va bien dans sa journée, puis que c'est une journée qui se passe comme d'habitude, ou en tout cas qu'il n'y a pas quelque chose initialement là, qui pourrait amener des problèmes au niveau de l'effet. Donc, je vous ai mis en annexe, vous avez accès à ma présentation, mais je vous ai mis en annexe qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport aux substances, à l'individu puis le contexte? Donc, c'est vraiment des éléments desquels vous pouvez partir, puis vous pouvez, tu sais, le personnaliser. Mais je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir quelques éléments là, tu sais, de base sur lesquels on peut s'appuyer. Et il y a aussi un répertoire d'outils qui est disponible sur le site internet de l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc ça, c'est publié en ligne, c'est des outils qui sont assez récents. Puis si vous allez dans la section réduction des méfaits, vous avez des outils pour les modes de consommation à moindre risque, pour la sexualité et la consommation à moindre risque, pour tout ce qui concerne aussi les surdoses, puis on a un espace divers pour tout ce qui ne rentrait pas dans ces 3 premières catégories-là. Donc, vous pouvez aller consulter ces outils-là, sont tous en français, sont tous pertinents à l'intervention psychosociale, puis ça peut justement, tu sais, vous donner des idées pour voir, bien, comment je pourrais, tu sais, outiller la personne pour justement avoir une consommation qui est moins dommageable. Il existe aussi une formation gratuite en ligne qui a été développée par Cathy, qui sont 4 modules indépendants. Il faut prévoir 1 heure par module, mais on voit la réduction ici des méfaits de façon moins, je vous dirais, pratico-pratique. C'est vraiment plus une formation où est-ce qu'on voit des éléments théoriques, puis c'est une formation qui va beaucoup plus large que juste l'intervention psychosociale. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, ça peut être super intéressant là, de faire cette formation-là. Et finalement, là, je vous ai mis une série de références avec les hyperliens là, si vous voulez avoir accès aux articles originaux. Donc, je vais prendre les questions, les commentaires, puis je vais arrêter mon partage.